Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine écoulée et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée par l'intervention de Jérôme Powell devant le club économique de New York, une intervention qui était très attendue pour avoir son point de vue sur la situation monétaire actuelle, sur le constat qu'il dresse de l'économie américaine et des niveaux d'inflation. Et ça a été une intervention riche en déclarations assez inhabituelles finalement, des déclarations assez presque personnelles d'une vue de la situation, qui change un petit peu du ton qui est employé lors des réunions de politique monétaire. Alors, qu'a dit Jérôme Powell et qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce discours cette semaine ? Le mot qui a le plus surpris, je pense, les observateurs, c'est que Jérôme Powell s'est dit surpris par la croissance américaine au-dessus du potentiel, expliquant que l'économie américaine était très résiliente, plus résiliente que ce qu'il pensait il y a quelque temps. Et donc forcément, quand un président de banque centrale, qui plus est la Fed, considère que l'économie américaine est très résiliente, voire trop résiliente finalement, par rapport au besoin de ramener l'inflation vers 2%, eh bien, le marché le prend comme un message que la politique va rester restrictif pendant quelques temps encore et que les taux vont rester hauts pendant longtemps, le fameux higher for longer. Mais au cours de ce discours, on n'a qu'à vu une chose intéressante, c'est que les taux américains, durant le discours de Jérôme Powell, que ce soit les taux courts notamment, mais surtout les taux courts, qui sont habituellement assez sensibles aux déclarations faucons et donc qui ont tendance à se tendre quand les membres de la Fed font des déclarations assez faucons, eh bien on n'a pas vu de tension sur les taux courts américains durant cette intervention, et c'est même plutôt l'inverse qui s'est produit. On a vu une détente des taux comme le 2 ans par exemple ou le 6 mois. Ils sont partis à la baisse durant l'intervention. Et pourquoi ? Parce que Jérôme Powell expliquait que il fallait du temps pour que la politique monétaire fasse effet et que donc la Fed avait décidé de ralentir la cadence au niveau de sa politique monétaire pour justement laisser le temps à tout ce qui a été déjà fait, baisse du bilan et hausse de taux, bien pour laisser le temps à ces mesures de produire leurs effets pleinement au niveau économique. Et il a dit une chose intéressante qui est ce qu'on observait également en regardant les données américaines, à savoir que les taux obligataires américains on continue de se tendre ces dernières semaines, que ce soit les taux courts ou les taux longs, et surtout les taux longs d'ailleurs. Ce sont surtout les taux longs, 10 ans, 20 ans, 30 ans qui se sont tendus. Et Jérôme Powell a expliqué que finalement, la hausse de ces rendements obligataires crée des conditions de restriction financière, de durcissement des conditions financières, alors même que la Fed, elle, n'a pas bougé ses taux récemment. Donc en fait, les taux de crédit, à la fois taux de crédit, les taux obligataires qui continuent de monter, ça impacte aussi les taux de crédit à la consommation, ça impacte les taux de crédit immobilier. On a vu cette semaine par exemple le taux de crédit hypothécaire à 30 ans aux États-Unis, donc le taux de crédit immobilier à 30 ans dépasser les 7,7%. C'est des niveaux qu'on n'avait pas observés depuis l'an 2000. Donc c'est des niveaux pas vus depuis plus de 2 décennies, et ce qui montre bien qu'effectivement les conditions financières continuent de se durcir aux États-Unis, alors même que la Fed n'a pas relevé récemment ses taux. Et pour Jérôme Powell, dans sa bouche, on comprend ce qu'il veut dire par là, c'est que, pourquoi finalement relever encore les taux alors que les taux obligataires durcissent les conditions financières, donc on n'a pas réellement besoin de relever encore les taux. C'est ça le message implicite, il ne l'a pas dit tel quel, mais c'est bien ce qu'on comprenait de cette intervention. Et donc c'est pour ça que les taux courts aux États-Unis sont partis à la baisse, mais on note quand même que les marchés actions n'ont pas réagi par rapport à ça. Jusqu'à présent, on remarquait que quand les taux, assez régulièrement, quand les taux US se détendent, les marchés actions bien, et vice-versa. Cette fois-ci, on a eu cette détente des taux qu'on voit d'ailleurs encore se faire aujourd'hui. Là, on est vendredi au moment où j'enregistre ce podcast, et il est aux alentours de 17h. On voit que les taux courts, le 2 ans américain, part à la baisse. Il était dans la zone des 5,20 il y a quelques jours. On est maintenant à 5,10 au moment où j'enregistre ce podcast. Et pour autant, on voit que les marchés américains sont dans le rouge. Parce qu'il y a peut-être aussi des questions qui commencent à apparaître sur la croissance américaine. Powell dit que cette croissance est résiliente et au-dessus du potentiel, et donc il la souhaiterait un peu plus faible et un peu sous le potentiel quelque temps pour ramener l'inflation vers 2%. Mais ce que les observateurs craignent, et je pense que c'est ça qui fait un peu bouger les taux à la baisse du côté des États-Unis, c'est que je pense qu'on commence peut-être à avoir, et c'est pour ça que les marchés actions aussi partent à la baisse, des craintes d'ordre macroéconomique. C'est en gros, crainte que ces conditions financières ne se durcissent trop aux États-Unis et que d'un seul coup, l'économie américaine commence à flancher, alors qu'on sait déjà que l'économie européenne tourne au ralenti et que l'économie chinoise envoie des signaux très très mitigés de son activité. Donc il y a peut-être une crainte sous-jacente qui commence à apparaître et qu'on voit
qu'on voit finalement pointer par rapport aux taux courts américains. Et comme on voit ces taux courts américains qui sont en train de se détendre depuis quelques temps et les taux longs qui montent aux États-Unis, eux, pendant ce temps-là, alors je ne dis pas que les taux courts se sont détendus depuis longtemps, mais simplement les taux courts ont monté récemment moins vite que les taux longs aux États-Unis. Et là, très dernièrement, les taux courts partent à la baisse alors que les taux longs se maintiennent. Et ça entraîne quoi? Eh bien, ça entraîne ce qu'on appelle une repentification de la courbe de taux US. Et on traverse un moment important où on se rend compte qu'on n'est plus très loin d'avoir une désinversion de la courbe de taux, notamment sur certains de ces points clés comme le 2 ans et le 10 ans. On mesure l'inversion de la courbe de taux assez régulièrement entre ces deux taux, le 2 ans et 10 ans. Et donc, depuis des mois, même des trimestres, on a une inversion de la courbe de taux, c'est-à-dire que le taux 2 ans est très largement au-dessus du taux 10 ans. Et bien là, on observe que cet écart s'est très, très largement réduit ces dernières semaines. Désormais, on n'a plus que 0,15% d'écart entre le taux 2 ans et le taux 10 ans. C'est-à-dire que le taux 2 ans n'est au-dessus du taux 10 ans que de 0,15%. Donc c'est une toute petite inversion et peut-être que dans les jours et les semaines qui viennent, on va assister à une désinversion, c'est-à-dire qu'on va avoir à nouveau avoir une courbe de taux positive aux États-Unis sur certains points de la courbe. Et donc ça traduit, c'est quoi la conclusion de ça? C'est d'abord de signifier probablement, ce qu'on pensait depuis quelque temps, que le potentiel de hausse des taux courts est terminé et que probablement on va commencer désormais à assister à un plafonnement, voire à une baisse, un retour à la baisse des taux courts, 6 mois, 1 an, 2 ans notamment. Peut-être que les taux longs vont aussi, eux, commencer à se stabiliser. Et donc, ça peut être aussi un signe que le marché commence à avoir de la confirmation que la Fed n'ira pas plus loin au niveau de ses taux. On voit que les probabilités de hausse de taux de la Fed, si on regarde là pour la prochaine réunion dans quelques jours, le marché est convaincu à plus de 95% qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux. Et si on regarde la réunion d'après, celle de décembre, on est actuellement sur beaucoup plus de probabilités, 70% de chances. C'est ce que price le marché actuellement, qu'il n'y ait pas de nouvelle hausse de taux non plus en décembre, contre 30% de chances qu'il y en ait une, si vous voulez. Donc, vous voyez, ça commence, je pense, à se traduire aussi au niveau des taux, notamment des taux les plus courts aux États-Unis, mais ça peut aussi se faire, et on voit que pour l'instant, c'est défensif pour le marché action, c'est-à-dire que le marché action n'aime pas trop ça pour autant, il voit les taux qui se stabilise un peu, qui se détendent un petit peu sur la partie courte, mais pour l'instant, il n'en bénéficie pas, parce que peut-être que justement, il craint le côté un peu trop restrictif du durcissement des conditions financières actuelles aux États-Unis, et il craint peut-être de voir des signes de ralentissement commencer à apparaître lors des prochaines publications, par exemple de vente au détail, de production industrielle, ou surtout d'activité dans les services, par exemple, des ISM qui seraient moins bien positionnés. Ce que la Fed, elle, souhaite, soyons clairs, la Fed le dit clairement, il faut une croissance sous le potentiel pendant quelques temps pour ramener l'inflation vers 2%. Donc ça, c'est un des très gros thèmes de cette semaine, la partie taux, discours de Jérôme Powell et comportement des marchés actions en parallèle. Et quand on parle des marchés actions, on regarde où en est la volatilité. Le VIX, qui mesure donc la nervosité du SP500, cette semaine, il est repassé au-delà de 20. Il était tombé aux alentours de 13 il y a quelques jours, quelques semaines seulement. On est remonté dans la zone des 20. Et donc, on voit qu'il y a cette tension est ravivé donc depuis quelques jours par à la fois ses discours, aussi par la géopolitique. On a vu que le pétrole s'est un petit peu retendu à nouveau. On est à nouveau dans les zones de 88-89 dollars sur le WTI. On voit que le pétrole se retend un petit peu par rapport à cette question géopolitique. Donc il y a aussi un peu de pricing de risque qui s'opère par ce biais-là. Mais là, un élément aussi intéressant, c'est que le pétrole est remonté ces derniers jours, alors que les taux courts américains, eux, sont plutôt détendus ces 2-3 derniers jours. Donc on voit que l'aspect pétrole qui rebondit peut, au niveau du marché action et des taux, c'est ce qu'on semble voir là en cette fin de semaine, eh bien, être perçu plutôt comme un risque pour l'économie finalement, plutôt qu'un élément inflationniste. Et donc, oui, les taux ne se tendent pas, ils sont plutôt en train de partir un peu à la baisse sur les taux courts, signe peut-être encore une fois là, de crainte d'ordre macroéconomique par rapport à cette remontée du pétrole et à ce risque géopolitique. Autre élément qu'il faut retenir cette semaine, c'est et depuis déjà une dizaine de jours maintenant, c'est le rebond assez fort des actifs un peu refuge. L'once d'or a bondi de plus de 100, presque 150 dollars en l'espace d'à peine une semaine et demie. L'argent également, donc les métaux à la fois précieux et semi-précieux partent à la hausse. On remarque même que le Bitcoin, par exemple, qui pourtant est un actif sensible au risque, est aussi s'est rapproché, a même tapé les 30 000 dollars à nouveau cette semaine. Donc on voit comme ça toute une série d'actifs les plus, on va dire, classiquement défensifs, l'or et l'argent, eux, montent, mais c'est aussi intéressant de voir que le Bitcoin, finalement, malgré les taux qui restent hauts, un dollar qui reste assez haut également, eh bien, reste bien positionné, parce qu'il y a aussi ce thème concernant le Bitcoin, de toute la partie des ETF Bitcoin Spot, où le marché attend, dont les observateurs attendent une validation, les premières validations de la part de la SEC, du gendarme boursier américain. On voit que c'est un
une attente qui est longue parce que la SEC s'est montrée très défensive, hein, a même attaqué certaines positions de ceux qui souhaitaient émettre ces bitcoins spot ETF, mais une cour de justice aux États-Unis a donné tort à la SEC il y a quelques jours dans un combat qui l'opposait à Grayscale Investment, qui est une société de gestion d'actifs numériques aux États-Unis. Et donc le fait qu'à ce stade, la SEC n'ait pas fait appel de cette décision de la Cour de justice peut laisser penser à certains observateurs, et j'en fais partie, que finalement, dans une phase de réflexion, d'observation sur la nécessité ou pas de valider l'émission des premiers ETF Bitcoin spot, donc des Bitcoins au comptant. Et ça, pourquoi c'est un élément important? Parce que ça voudrait dire que si c'était le cas, et on voit toutes les grosses demandes de dossiers déposés auprès de la SEC émanent de Fidelity, de BlackRock, les grosses signatures de la finance américaine, de l'épargne américaine également. Et donc on comprend bien l'intérêt, c'est que si des ETF Bitcoin spot sont validés, eh bien ça attirera l'épargne des investisseurs, ceux qui cherchent à placer sur des horizons plutôt moyen-long terme. Et ça, effectivement, ça permettra de capter une partie de l'épargne, d'intégrer ces produits, par exemple le plan d'épargne retraite aux États-Unis notamment. Donc voilà, c'est un énorme enjeu, à la fois pour les acteurs financiers américains, mais aussi pour la SEC de l'autre côté en termes de gestion du risque. Mais en tout cas, ce contexte, à ce stade, tire plutôt le Bitcoin à la hausse que l'inverse. Ça, il faut quand même le noter. Il est bien résilient, très clairement résilient par rapport à d'autres actifs risqués qui, eux, partent à la baisse dans ce contexte plus volatile. Autre élément qu'il faut retenir cette semaine, c'est on est en plein dans la saison des résultats aux États-Unis. Résultats de Tesla qui n'ont pas plu au marché. Des résultats qui montrent que le free cash flow qui arrive chez Tesla a baissé de quasiment 75% entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2022, donc en year to year, ce qui évidemment n'est pas très appréciable. On voit également qu'il y a une baisse au niveau des marges brutes qui sont moins importantes. Encore une fois, on se doutait un peu de ces chiffres-là, parce que Tesla, qui baissait ses prix déjà depuis pas mal de mois dans les principales zones de vente, c'était un signe effectivement qu'il y allait avoir un impact forcément sur les marges, et que Tesla cherche à compenser évidemment par les volumes. Si on baisse les prix, c'est pour vendre plus aussi, et essayer de gagner des parts de marché également. Donc le marché est déçu. De l'autre côté, après, est-ce qu'on doit être vraiment surpris par ces chiffres? Ils ne sont pas bons dans le sens où, quand le free cash flow a vraiment comme ça une phase de décélération très vive, c'est jamais un signe très plaisant pour les investisseurs. Mais de l'autre côté, on ne peut pas dire qu'on est surpris de voir des marges brutes qui soient moins bonnes au niveau de Tesla, des bénéfices qui sont un peu moins bons. Voilà, c'est aussi des phénomènes conjoncturels qui frappent l'industrie auto. La demande aussi est impactée par les conditions monétaires, les conditions financières qu'on en a parlé à l'instant, qui sont beaucoup plus dures bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc forcément, ça a aussi un impact sur les ventes, sur l'appétit de consommation et sur les prix de vente de ces groupes. En tout cas, ça ramène Tesla sur des plus bas de plusieurs mois au niveau des cours. Et donc forcément, on peut être de la volatilité qui s'accroissait ces derniers temps sur les indices. Évidemment, ce genre de résultats participe également à l'accroissement de volatilité, même s'il n'y a pas forcément de signes particulièrement dramatiques pour Tesla, mais ça contribue à la nervosité des derniers jours. Dernier élément, et après on passe au programme pour la semaine prochaine, c'est le défaut partiel de Country Garden. Ça vous dit peut-être quelque chose? C'est un des plus gros promoteurs immobiliers chinois qui, cette semaine, et à la fin de la période de grâce qui lui était allouée, n'a toujours pas pu rembourser une partie des intérêts qui étaient dus quelques semaines auparavant. Donc c'est un défaut partiel. Et ça entretient toujours ce sentiment très mitigé sur la Chine, même s'il faut quand même toujours donner un peu le tableau d'ensemble. Sur l'immobilier, il n'y a pas encore de signe vraiment de grosse stabilisation, mais on avait vu sur les derniers podcasts que d'un point de vue de l'activité manufacturière, ça allait un petit peu mieux quand même. On a également des indicateurs au niveau du transport mondial, sur des indices comme le Baltic Dry Index, qui mesure le transport de vrac sec, donc typiquement un des moyens de transport utilisés par la Chine, soit pour s'approvisionner, soit pour exporter également. Et on voit que cet indice s'est nettement redressé depuis quelques semaines. Donc vous voyez, on a quand même des signaux un peu faibles comme ça qui semblent montrer qu'une partie de l'activité commence à reprendre un petit peu du côté de la Chine. De l'autre côté, il y a toujours cette fragilité immobilière qui pèse. Et donc il ne suffit pas pour l'instant à faire rebondir les actifs chinois, même si on n'est peut-être pas forcément très très loin d'y parvenir. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette semaine et ce qui nous attend pour la semaine prochaine en quelques secondes. Lundi, nous aurons lundi prochain donc à la confiance des consommateurs en zone euro. Mardi, journée très importante, notamment pour l'activité manufacturière en zone euro. On aura les PMI qui seront publiés, PMI manufacturier
et PMI Services, aussi bien pour la zone euro que pour les États-Unis, que pour le Royaume-Uni. Pourquoi on parlait de l'aspect manufacturier? Parce que pour des pays comme l'Allemagne notamment, on attend de voir si là aussi une stabilisation commence à s'opérer sur le front de l'activité manufacturière qui a, on le sait en Allemagne, énormément souffert des problèmes de choc liés à l'énergie, de ralentissement économique également de la Chine. Donc on va attendre de voir si ce sera mardi, si on observe des premiers rebonds des indices d'activité manufacturière en Allemagne notamment, au sein de la zone euro évidemment, mais surtout en Allemagne. Mercredi, on aura là aussi, toujours pour l'Allemagne, l'indice IFO qui mesure le climat des affaires en Allemagne. On aura une donnée importante également pour la BCE, c'est l'activité de crédit en zone euro, les prêts aux ménages et les prêts aux entreprises. Ça, c'est un bon repère également pour voir à quel degré la politique monétaire restreint la disponibilité du crédit. On aura également la décision de la Banque du Canada, Banque centrale, donc la BOC, mercredi sur ses taux. Donc jeudi, c'est au tour de la décision de la Banque centrale européenne sur sa politique monétaire. On le suivra évidemment en direct, tous les chiffres ou autres sur les réseaux, sur Twitter pour communiquer tout ça. On aura également, et ça c'est important aussi pour l'activité américaine, les commandes de biens durables jeudi après-midi. Commandes de biens durables aux États-Unis. Pourquoi c'est important? Parce que si la Fed souhaite voir une croissance un petit peu en dessous du potentiel aux États-Unis, il faudra que ça commence à se voir aussi par des indicateurs de type macro, comme les commandes de biens durables. Donc voilà, des moins bons chiffres de commandes de biens durables, par exemple, seraient un premier début de ralentissement, de signe d'observation, de ralentissement de l'activité aux États-Unis. Et finalement, ce ne serait pas pour déplaire à la Fed. Reste à voir comment se comporteraient les marchés dans ce cas-là. Si par contre, vous avez un chiffre de commandes de biens durables qui est sur un énorme rebond par rapport au mois précédent, par exemple, ça rentrera plutôt dans la catégorie, pour le marché, j'entends, des moins bonnes, voire mauvaises nouvelles, même si les chiffres sont très bons, parce que justement, c'est le genre de chiffre qui va pousser la Fed à rester vigilante sur sa politique monétaire et à ne pas la détendre trop tôt, voire peut-être même encore relever les taux si elle considère que l'activité est archi résiliente et que ce n'est pas compatible avec une détente des prix comme c'est souhaité par la Fed. On terminera la semaine prochaine, vendredi, par des chiffres, une des mesures de l'inflation aux États-Unis, à savoir l'inflation PCE. Il y a l'inflation CPI d'un côté et l'inflation PCE. Donc on aura l'inflation PCE la semaine prochaine, vendredi. Et on aura également des éléments à surveiller du côté des dépenses des consommateurs américains et au niveau du revenu également des consommateurs américains. Là aussi, toujours dans une optique d'analyse de la dynamique par rapport à la Fed. Excellent week-end à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.